Bonjour et bienvenue dans Aux avant-postes, l'émission qui cherche un sens au chaos du monde. La substance s'appelle hexane. C'est un dérivé du pétrole et on la retrouve dans nos assiettes. En 2024, l'Agence européenne des produits chimiques classe l'hexane parmi les produits neurotoxiques avérés. Et pourtant, c'est grâce à lui que les industriels produisent les huiles alimentaires depuis près d'un siècle. Alors, faut-il choisir entre productivité et santé? Eh bien, des réponses avec mes deux invités, Sandy Olivar Calvo, chargée de plaidoyer à l'ONG Greenpeace, qui publie un rapport sur l'hexane, et Guillaume Coudray, journaliste d'investigation, auteur d'un livre enquête intitulé « De l'essence dans nos assiettes », un ouvrage sorti aux éditions La Découverte. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, si vous voulez, on va essayer de bien comprendre le sujet. Pour ça, eh bien, on va regarder un sujet qui a été diffusé par nos confrères de France Télévisions, qui date d'avril 2025 et qui essaie d'expliquer un petit peu la problématique. On regarde. Son nom nous est inconnu. On ne le trouvera pas sur les étiquettes, mais il fait pourtant partie de notre alimentation. Utilisé pour produire de l'huile, de la margarine et même du lait infantile. L'hexane est un dérivé du pétrole, potentiellement néfaste pour la santé. Un député veut l'interdire si sa dangerosité est démontrée. Je pense qu'au mieux, on donnera l'information, c'est-à-dire qu'il faudra dire aux consommateurs ce produit contient de l'hexane et donc vous avez du pétrole dans ce produit-là. Et si vraiment on s'aperçoit que ce produit est dangereux, tel que je le crois, alors il faudra demander l'interdiction. Comment du pétrole peut-il se retrouver dans nos assiettes? Lors de la fabrication d'une huile de tournesol, par exemple, les graines sont broyées. On rajoute de l'hexane, un solvant, qui va séparer l'huile du reste des graines. Le mélange d'huile et de solvant est chauffé. L'hexane s'évapore alors complètement, en théorie. Car selon l'Agence de sécurité sanitaire, on retrouverait, jusque dans nos assiettes, des traces de ces hydrocarbures. Leur utilisation peut avoir pour résultat la présence non intentionnelle, mais techniquement inévitable, de résidus de cette substance dans le produit fini. Aucune étude ne montre d'effet sur la santé quand l'hexane est ingéré en petite quantité. Mais une exposition à haute dose peut perturber le système nerveux. Face à cette polémique, les producteurs d'huile réfutent la présence de pétrole dans nos aliments. Les industriels font faire les analyses à des laboratoires indépendants et il n'y a pas d'hexane dans vos assiettes. À ce stade, il n'y a pas d'alerte sanitaire, il n'y a pas de problème sanitaire. Le meilleur moyen d'éviter à coup sûr cet hydrocarbure dans votre alimentation, c'est de consommer de l'huile d'olive ou bien des huiles bio. Les solvants sont interdits dans leur process de fabrication. Bon, voilà à peu près la problématique. Guillaume Coudray, dans votre livre, vous remontez au 19e siècle où on voit les tentatives des industriels justement pour plus de productivité. Et on voit qu'ils utilisent notamment la chimie, le disulfure de carbone. C'était ça l'objectif à cette époque-là, presser un maximum pour la productivité? Oui, à l'origine, Ali, ces solvants, donc le benzène, des produits extraits de la chimie lourde, servaient à extraire les huiles pour fabriquer du savon. L'intention n'était pas du tout de faire des produits alimentaires. Et puis, c'était tellement rentable que progressivement, ça s'est infiltré. Et à partir de 1930, des industriels américains notamment ont eu l'idée d'utiliser ce solvant d'hydrocarbures qui ressemble beaucoup au white spirit. Ouais. Et donc, ils ont trouvé l'hexane à travers un certain nombre de recherches où ils ont plutôt éliminé les plus dangereux et ils sont mis d'accord sur l'hexane. À l'époque, oui, ils croyaient que c'était inoffensif. Je cite dans le livre tous les travaux des années 30, allemands, américains, qui croyaient dur comme fer que l'hexane n'allait avoir aucun effet délétère sur la santé des humains ou des animaux. Ouais. Puis, quelques dizaines d'années après, on a commencé à comprendre que, contrairement à ce qu'on avait postulé au départ, l'hexane était très toxique. Ouais. Enfin, quand même, les ouvriers qui travaillaient dans ces usines ou ces ateliers étaient touchés, quand même.
Oui, on voit que sur les conséquences sanitaires, malheureusement, c'est les ouvriers qui ont vécu en premier et qui ont permis de visibiliser les conséquences, notamment les effets neurotoxiques avérés. Sur le plan neurotoxique, c'est avéré et confirmé que l'hexane s'attaque au système neurologique central et périphérique. Et donc, il y a des études notamment qui démontrent que par la manière dont se transforme et se métabolise l'hexane quand il est ingéré dans le corps, c'est là qu'il devient extrêmement dangereux. Et par ailleurs, il y a des liens qui sont faits avec des maladies comme la maladie de Parkinson. Donc aujourd'hui, la maladie de Parkinson, ça touche et ça rend malade beaucoup de personnes. Et l'aspect neurologique avéré, confirmé de l'hexane qu'on retrouve aujourd'hui dans nos assiettes a un lien potentiellement direct avec la maladie de Parkinson, et en tout cas a des effets neurotoxiques confirmés et pas doutables. Sauf que, visiblement, on a un peu de retard là-dessus. La majorité des grandes agences de régulation de la santé des aliments, de la chimie, françaises et européennes, elles reconnaissent que maintenant, pratiquement, qu'en effet, c'est un neurotoxique avéré. Alors, il faut comprendre que dès les années 70, en France, par exemple, l'hexane, dans les ateliers, comme le raconte Greenpeace, dans les ateliers, on avait identifié l'effet neurotoxique de l'hexane. C'est-à-dire que c'était caractérisé comme cause de maladie professionnelle. C'est-à-dire que quand quelqu'un était exposé, et là je vous parle... Par inhalation, on est d'accord. Oui, par inhalation, parce qu'à l'époque, les ouvrières, notamment, qui travaillaient dans les usines de chaussures, qui utilisaient des solvants à l'hexane, pouvaient être exposées. La même chose va aller au Japon, la même chose va aller en Italie. Il y avait des centaines de cas de malades professionnels. Il a fallu du temps pour comprendre que ce mécanisme de neurotoxicité, ce mécanisme par lequel l'hexane attaque le système nerveux, s'applique également à ce qu'on appelle l'ingestion, c'est-à-dire quand on mange des résidus d'hexane. Aujourd'hui, c'est confirmé. Il n'y a aucune différence dans la façon dont le corps réagit à l'hexane lorsqu'on l'inhale ou lorsqu'on l'ingère. Mais vous dites que c'est confirmé, mais en même temps, les agences de régulation, de surveillance françaises et européennes nous disent qu'on manque de données là-dessus, et donc qu'il en faut plus. Alors sur l'aspect neurotoxique, c'est confirmé par les agences européennes. C'est plus sur d'autres conséquences sanitaires. Par ailleurs, soulignons que c'est très potentiellement un réprotoxique aussi avéré. Donc c'est la reproduction. Qui s'attaque au système, à la reproduction chez l'homme et chez la femme de manière différente, mais chez les deux. Et après, moi, j'ai envie de dire et de répondre aux industriels, faut-il attendre qu'on ait tout un tas encore plus d'études et des conséquences sanitaires avérées très claires pour signer encore plus l'alarme et décider d'interdire un produit qui n'est pas nécessaire. Ce produit, il n'est pas nécessaire, et peut-être qu'on pourra y revenir ensuite, il n'est pas nécessaire. On peut produire des huiles sans utiliser de l'hexane. C'est vraiment pour des questions de rentabilité et de rendement. 97% de rendement avec l'hexane, alors que les techniques avant par pression à froid ou à chaud, 89%. Donc, c'est ces 8 points qui fait qu'on utilise l'hexane. Ça, c'est essentiel. C'est comme le souligne Greenpeace, c'est ce bénéfice, en termes de rendement, qui fait qu'on utilise l'hexane. Mais il faut souligner qu'en France et à l'étranger, il y a déjà des alternatives. C'est-à-dire qu'on trouve déjà des usines qui fonctionnent sans hexane, avec des techniques modernes, très rentables, parfaitement compatibles avec une production industrielle. Alors, vous, Greenpeace, vous publiez donc un rapport, une étude où vous êtes allé acheter des produits dans la grande distribution, de l'huile, du beurre, du poulet, du lait pour enfants, etc. Et la conclusion, c'est 56 produits. Sur ces 36, on trouve des traces d'hexane, mais en dessous des limites autorisées. Donc, c'est 1 mg par kilo. Et donc, on va voir, par exemple, là, sur les huiles, on trouve plutôt du 0,3, 0,8. Donc, on peut dire que ce n'est pas dangereux. Alors, il y a deux choses. La première, c'est ce qui est légal n'est pas forcément protecteur. C'est pour ça qu'il faut mettre à jour régulièrement la réglementation. La réglementation qui laisse la possibilité d'avoir des résidus d'hexane dans nos aliments, elle date de 1996.
On est en 2025. Donc à partir de ce moment-là... C'est fameux 1 mg par... oui. D'accord. Enfin, la réglementation qui couvre ou pas des produits et qui donne effectivement les doses de résidus d'hexane. Donc à partir de ce moment-là, ça date de près de 30 ans. Donc il y a des besoins de mettre à jour ces études. Et ça, c'est les autorités sanitaires elles-mêmes qui le disent. C'est l'agence française sanitaire européenne, sanitaire l'ANSES qui le dit, que c'est nécessaire de mettre à jour les études sur lesquelles se base la réglementation, parce que ces études, l'ANSES considère qu'elles sont obsolètes. D'accord. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Ensuite, il y a tout un tas de produits qui ne sont pas couverts par la réglementation et dans lesquels on ne devrait pas retrouver de résidus d'hexane. Par exemple ? Tout ce qui concerne les produits d'origine animale, le lait, le beurre, encore moins le lait infantile, étant donné les enfants et la vulnérabilité sanitaire quand on est une personne vulnérable, et c'est le cas des enfants. Tous ces produits-là, on ne devrait pas retrouver de résidus d'hexane dedans. Donc, quand on cumule... Il n'y a même pas de limite de résidus dans ces produits-là. Ces produits-là, on devrait trouver 0 hexane dedans. C'est pas le cas. La réglementation ne couvre pas le fait que c'est une voie de contamination, pour le dire autrement. Ah, encore, d'accord, c'est différent. Parce que ce n'est pas considéré comme une voie de contamination. Donc, il faut le mettre dans le périmètre des études. Il faut le mettre dans le périmètre des études et il faut considérer que c'est une voie de contamination par le biais, parce que par le processus industriel que vous montriez tout à l'heure au tout début, on a une partie qui devient... Le processus industriel génère des huiles, mais génère aussi ce qu'on a un coproduit, des tourteaux. Oui. Donc, c'est des aliments qui sont destinés aux animaux d'élevage et dans lesquels se retrouvent aussi des résidus d'hexane qui, in fine, se retrouvent... D'où le lait. D'où le lait, d'où le beurre, ou le poulet. Et donc, ça fait tout un tas de voies de contamination possibles. Et je terminerai sur ça pour dire les limites du coup de l'argumentaire des industriels en face qui nous disent que oui, c'est légal et du coup, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Si on considère toutes ces voies de contamination possibles, plus le fait que les études de 1996 sont obsolètes et qu'il faut mettre à jour la réglementation, de fait, la réglementation actuelle ne couvre pas les consommateurs. Et même si les huiles sont en dessous de ces seuils, ce n'est pas considéré comme quelque chose qui permet de couvrir et de protéger les consommateurs. Est-ce que je peux ajouter quelque chose ? Une des problématiques centrales dans le dossier hexane, c'est que l'hexane se bioaccumule. Ce mot un peu technique, ça veut dire que l'hexane va aller se fixer dans les graisses du corps. On l'a choisi pour ça. Stocké, c'est ça ? Il est stocké. Ouais. C'est-à-dire que l'hexane, pourquoi, ce que je raconte dans le livre, je retrace la saga de l'hexane. Pourquoi, parmi tous les solvants disponibles, toutes les technologies disponibles, pourquoi les industriels se sont mis à utiliser cet hydrocarbure ? C'est parce qu'il a un pouvoir très fort pour aller réagir avec les lipides. Les lipides, c'est les graisses. Avec la graisse qu'il y a dans les graines de tournesol, de colza, de soja. Et donc, dans notre corps, c'est chimique, c'est automatique. L'hexane, les résidus d'hexane vont aller réagir avec les parties graisseuses et se fixer. Se fixer, par exemple, dans le système nerveux, mais aussi, et c'est très important pour vos téléspectateurs, se fixer dans les réserves de graisse avec lesquelles, par exemple, la maman, quand elle allaite, va fabriquer son lait. L'essentiel du lait maternel naturel, il est fabriqué à partir des ressources graisseuses, lipidiques du corps. Et donc, l'hexane va décharger et va aller se retrouver dans la nourriture du bébé. Alors, on est d'accord, Sandy, Oliver Carveau, que votre étude, vous l'avez faite en France, mais que ces produits, on les retrouve ailleurs. Pas seulement en France. Ah oui, oui, c'est ce qu'explique très bien Guillaume Coudray dans son livre. C'est une problématique beaucoup plus large qu'à l'échelle française. C'est une problématique mondiale et c'est par ailleurs réglementé au niveau européen. Donc il va falloir que les autorités européennes se saisissent de ce sujet-là. Et par ailleurs, nous on souligne dans notre rapport qu'il y a une étude qui a été menée en Italie et qui a retrouvé par le biais d'analyse d'urine pour des personnes qui n'étaient pas exposées professionnellement, qui n'avaient aucune raison d'être exposées par leur travail à l'hexane, on a retrouvé dans un cumul, je crois, de 99 personnes des résidus d'hexane en quantité suffisamment inquiétante dans des urines de personnes qui, du coup, ont dû être exposées à l'hexane par le biais de la consommation alimentaire. Donc, on voit bien là qu'on peut être exposé corporellement à l'hexane par la voie de l'alimentation, même si on ne travaille pas dans des industries qui utilisent de l'hexane. Ma question sur les 56 produits que vous avez utilisés, 36, vous trouvez des traces d'hexane. Est-ce que sur les 20, certains ont été quand même traités à l'hexane et on ne trouve pas de traces ?
Certainement. Si on a choisi ces produits, les 56 produits qu'on a choisis, on les a choisis pour 2 raisons sur le plan méthodologique. La première, c'est parce qu'il y avait des fortes raisons que par le biais du processus industriel, on retrouve des traces d'hexane dedans, parce que c'est des processus industriels qui ne répondent pas au cahier des charges de l'agriculture biologique, et parce que par le biais de la trituration, les huiles et les produits animaux peuvent se retrouver avec des résidus d'hexane. Donc ça, c'est la première raison. Et la seconde raison, c'est parce que c'est les produits les plus consommés. On a regardé les plus consommés à l'échelle de la grande distribution et des groupes privés, et on a choisi ces produits comme ça. Il y en a dans lesquels on n'en retrouve pas, ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement protégés. On peut en retrouver. On peut très certainement en retrouver si on fait d'autres tests, et nous, c'est un moyen d'alerter et de dire il y a une grosse partie de nos aliments du quotidien qui sont dans les placards des Français quotidiennement, dans lesquels on retrouve des résidus d'hexane, et cette liste n'est absolument pas exhaustive, des Français malheureusement. Et des autres. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, là, on a choisi des produits, mais bien sûr que ça peut se retrouver. Et s'il y avait d'autres études, on est d'accord, hein, je l'ai dit au début, ailleurs. c'est un produit qui est utilisé depuis près d'1 siècle. Votre rapport arrive 1 siècle après, votre livre 1 siècle après. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je voudrais qu'on écoute le député donc, Ramos, qui est du MoDem, Richard Ramos, et qui s'est emparé du sujet. Et il nous expliquait le 22 septembre 2025 qu'il allait créer une mission d'information parlementaire. Il était interrogé par nos confrères de France Télévisions. On l'écoute. Ce qui est incompréhensible pour le consommateur, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle un additif, c'est un produit qu'on met au début et qu'on retrouve à la fin. Là, l'hexane, c'est un auxiliaire alimentaire, c'est-à-dire il aide au process. Et donc, la loi est comme elle est pour l'instant, elle dit je ne suis pas obligé de le mettre. Moi, le combat que je vais mener, ce n'est pas de dire aux consommateurs il y a de la merde partout dans les produits industriels. C'est de dire aux industriels, au minimum, vous informez et au mieux, vous l'interdisez. Alors justement, on est sur l'information. La loi n'oblige pas à informer sur cet auxiliaire technologique. Est-ce que ça, le premier pas, serait justement d'informer le consommateur? C'est une question de transparence. Il est indispensable aujourd'hui que le consommateur, en France ou ailleurs, vous l'avez dit, ce process, il est utilisé partout. Donc cette thématique, elle est importante en Afrique, au Moyen-Orient, partout où on traite les oléagineux, les graines, avec cet hexane. Et c'est très fréquent dans le monde. Aujourd'hui, à minima, le consommateur, il a besoin de savoir à quel moment le produit a été traité à l'hexane. Parce que s'il a été traité à l'hexane, automatiquement, il y a un risque qu'il y ait des résidus d'hexane. Parce que c'est très difficile, le mot technique, c'est désolvanter. C'est très difficile à enlever l'hexane. Donc, il en reste très souvent des quantités minimes, mais comme je vous l'ai dit, qui s'accumulent et qui ont des effets même à très basse dose. Donc, à minima, le minimum qu'on puisse demander, c'est qu'il y ait une transparence, une visibilité. Et, in fine, bien sûr, ce qu'il faut demander, c'est qu'on arrête, qu'on interdise l'utilisation de ce solvant. Guillaume Coudray, vous avez étudié un peu toute cette histoire-là. Est-ce qu'il y a un fort lobbying des industriels là-dessus pour empêcher justement que émerge cette problématique? Très fort, parce que c'est ce que je raconte dans ce livre. Je retrace, moi j'ai voulu comprendre comment on était arrivé à ce scandale, comment on est arrivé à cette tragédie sanitaire. Parce qu'il faut peser ces mots. On est aujourd'hui sur une thématique de reprotoxicité, c'est-à-dire toxicité sur le système reproducteur et de neurotoxicité. Maladie de Parkinson, neuropathie, sclérose en plaques peut-être. Ça veut dire que au niveau de la population mondiale, les effets de l'hexane, aussi en termes de fertilité, sont très graves. Comment on en est arrivé là? J'ai voulu retracer, j'ai voulu comprendre, donc j'ai cherché dans les archives pour essayer de comprendre à quel moment les industriels avaient pris la décision d'utiliser de l'hexane et surtout pourquoi, au moment où on avait compris ces dangers, eh bien on n'avait pas dit on va arrêter d'utiliser, on va passer à des techniques moins nocives. Donc c'est l'argent? C'est évidemment l'argent, la puissance du lobbying. Je raconte quels sont les groupes, les mastodontes internationaux qui ont bâti leur fortune sur l'hexane. Il faut bien comprendre que l'hexane, ça part de Chicago, au bord des Grands Lacs, aux États-Unis, comme tant de produits industriels. Ça part de là, c'est là que sont les premières usines. Grands traders. Ouais. Les grands traders qui se mettent à utiliser de l'hexane. Peut-être à l'époque, en se disant, tiens, ça produit plus, c'est incroyable cette technologie, on va essayer de la diffuser. Puis, vous
savez, quand une technique marche très bien, c'est très difficile de s'en débarrasser, même lorsqu'on comprend qu'elle est dangereuse. Alors, vous, Sandy Olivar-Calvo, dans votre rapport, vous visez très clairement le groupe Avril, que j'ai invité sur le plateau, et qui n'a pas voulu être présent, mais était vraiment invité sur le plateau. Pourquoi vous visez le groupe Avril, qui est un groupe important en France ? Alors, on le vise parce qu'il est le premier utilisateur agro-industriel d'hexane en France. Là, du coup, il y a une échelle très nationale, mais on a voulu pointer du doigt son rôle central dans le panier des Français. Et il est le premier utilisateur agro-industriel d'hexane parce qu'il triture près de la moitié des graines oléoprotéagineuses en France. Alors, il a 2 axes. Oui. Il fabrique des huiles et il triture. Tout à fait. En fait, il est vraiment au cœur, finalement, un peu au cœur de la machine et au cœur du scandale industriel. C'est vraiment les termes qu'on utilise dans le titre de notre rapport. Parce que, comme je vous le disais, il triture près de la moitié des graines oléoprotéagineuses en France. Donc les graines de colza et de soja et de tournesol, principalement pour Avril. Ces graines qu'il triture à près de la moitié à l'échelle française, elles sont à plus de 90% triturées dans des usines qui utilisent de l'hexane. Donc on voit bien qu'il est au cœur de cette problématique. Ça, c'est la première raison. Par ailleurs, Avril détient des huiles, notamment il détient les huiles Le Sieur et Puget. Donc il est directement aussi concerné et imputé par les huiles qu'on a testées et dans lesquelles on retrouve des résidus d'hexane. Et ensuite, le groupe Avril détient une branche qui commercialise de l'alimentation animale, c'est sa branche Sanders, de l'alimentation qui est destinée aux animaux d'élevage. Donc on voit bien que par le biais de la commercialisation des aliments et des tourteaux à destination des animaux d'élevage, dans lesquels on retrouve des résidus qui se retrouvent dans des produits animaux, le lait, le beurre, le poulet, il y a une responsabilité d'Avril et de même pour la partie des huiles qu'on retrouve aussi dans nos aliments. C'est un groupe qui fait près de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est un groupe plutôt important, c'est un mastodonte. Il est dirigé dans son conseil d'administration par Monsieur Arnaud Rousseau, qui est président du principal syndicat agricole en France. Donc vous considérez qu'il a une part de responsabilité parce que, justement, il est puissant sur le marché. Alors, le groupe a une part de responsabilité, c'est très clair, parce qu'il est puissant sur le marché et parce qu'il utilise massivement de l'hexane et que, je le redis, que c'est le premier agro-industriel qui utilise de l'hexane. Donc, il a une responsabilité très claire dans cette situation. Ensuite, à l'échelle de du groupe Avril en tant que tel et de monsieur Arnaud Rousseau, oui, il a une responsabilité. Aujourd'hui, il est à la tête d'un groupe agroalimentaire extrêmement puissant. Il est aussi à la tête du premier syndicat agricole de ce pays qui mène la majorité des politiques agricoles et alimentaires de ce pays, et notamment des politiques agricoles et alimentaires qui mènent à l'industrialisation, qui nous mènent à consommer des produits ultra transformés qui sont mauvais pour la santé des gens. Donc, bien sûr qu'ils ont une responsabilité dans cette situation. Et je veux juste dire une dernière chose. S'ils ne sont pas venus aujourd'hui, ça fait lien avec ce que disait M. Coudray, c'est parce qu'ils n'ont aucun intérêt à être connus et à ce que ce scandale soit connu. Ils n'ont aucun intérêt à ce que l'hexane soit marqué sur les étiquettes. Donc pourtant, ce que j'ai vu, Guillaume Coudray, en regardant un petit peu ce groupe, c'est qu'ils ont des usines qui fabriquent donc des huiles, mais sans hexane aussi. Tout à fait. C'est ça qui, personnellement, me choque le plus, c'est que on a un groupe qui sait très bien fabriquer sans hexane. C'est-à-dire que aussi bien des usines de trituration, c'est-à-dire ça veut dire de fabrication de tourteaux, de traitement des huiles, fabriquent donc au sein d'une marque qui s'appelle Seipol, qui fait partie du groupe Avril. Il y a de nombreuses usines sans hexane. Et aussi, le groupe Avril dispose par exemple à Dieppe d'une usine très moderne qui n'utilise pas d'hexane pour une raison simple. C'est qu'en 2018, cette usine à l'hexane a explosé. Il y a eu 2 morts. 2 morts malheureux qui venaient vider un extracteur à l'hexane et l'usine a explosé. La ville en est encore traumatisée, sans parler des familles. Ces explosions, elles ont conduit le groupe Avril à essayer de se débarrasser de l'hexane dans cette usine-là. Mais qu'en est-il des autres usines? Qu'en est-il de l'usine de Bassins à Bordeaux? Qu'en est-il de l'usine de Lezoux à côté de Clermont-Ferrand? Ces usines qui continuent à fonctionner à l'hexane, on a l'impression que le groupe, en l'occurrence, n'a pas vraiment l'intention de s'en séparer. Donc clairement, de votre point de vue, il y a une alternative
économique. C'est incontestable. Là, pour le coup, ça va pas. un point de vue, ouais, on n'est pas comme dans les problématiques sur les produits phytosanitaires dans un certain nombre de cultures où il n'y a pas d'alternative. Là, vous dites qu'il y a une alternative et qu'économiquement, elle est viable. Tout à fait, on le voit. La réalité, c'est que, je le cite dans l'ouvrage, on a d'autres usines en France qui se passent parfaitement d'hexane. Deux tiers des usines françaises s'en passent, j'ai vu. C'est vrai ? Alors, sur le chiffre, non, je ne pense pas que... Ça dépend si vous parlez en termes de nombre ou en termes de volume. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petites usines. Ouais. Alors, en termes de nombre, il y a énormément de petits producteurs d'huile, des producteurs artisanaux. Ça, rassurez-vous, de toute façon, l'hexane est un processus tellement industriel, tellement capitalistique, qu'aucun petit artisan peut utiliser l'hexane en production d'huile. Donc systématiquement, quand on va aller compter les petits producteurs d'huile, les moulins à huile, etc., aucun ne produit de l'hexane. Donc effectivement, au niveau du chiffre, ça peut être trompeur. En termes de volume de production, comme le disait Sandy Oliver Calvo, le volume essentiel de la production de tourteaux, d'huile et de lécithine, de soja et tous ces autres produits qui sont extraits des oléagineux sont produits avec de l'hexane. Bon, en tout cas, je regrette franchement que le groupe Avril n'ait pas accepté notre invitation, puisque ça aurait pu être un débat encore plus intéressant. Mais en tout cas, merci à tous les deux pour vos réponses. Aux avant-postes, c'est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.